Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la tour de commandement, l'endroit où on adore parler du commandeur, ici Thibaut. J'espère que vous allez bien, et aujourd'hui je me retrouve tout seul pour parler des decks sur l'édition Le Seigneur des Anneaux. Mais du coup, certains vont me dire « Enfin !» Oui, je sais que vous êtes assez impatient de recevoir à chaque fois les différentes vidéos concernant l'édition, et que là vous devez vous dire « Eh ben, ils ont été vachement longs cette fois-ci, de toute façon... c'est pas super intéressant là maintenant. Si, en fait l'édition reste relativement intéressante. Malheureusement, oui, en effet, au moment où je tourne cette vidéo, je sais déjà que les decks vont être extrêmement difficiles à obtenir et que probablement vous, au moment où vous allez recevoir cette vidéo, peut-être même qu'ils ne seront plus disponibles, mais bon, on fait quand même, comme d'habitude, on fait l'analyse de ces decks parce que bon, la hype a été au maximum. Pour le meilleur et surtout du coup pour le pire malheureusement dans ce cas-là. Donc voilà, j'espère d'autant plus quand même au moins que ça sera un minimum informatif et que vous serez au moins content d'avoir ce retour sur les différents decks. Pourquoi est-ce qu'on a été aussi long? Eh bien simplement parce que je suis un petit peu occupé, mais ça on va y revenir après. Et surtout qu'on a deux nouveaux monteurs qui sont là, Cyril et Sarafan, qui sont là en fait en tant que nouveaux monteurs dans l'équipe qui nous rejoignent. Et du coup, malheureusement, ou heureusement, ils apprennent encore aujourd'hui à faire les vidéos à la mode de chez nous, voilà, comme on dirait. Et étant donné qu'ils sont en débutants, et du coup, ils ont encore des choses à apprendre, et bien évidemment, ça prend un peu plus de temps de réussir à se caler, qu'ils envoient du coup ce qu'ils ont fait, qu'on rectifie, etc. Donc du coup, petite perte de temps là-dessus, mais c'est pour le meilleur, c'est pour qu'on puisse être sûr de pouvoir vous sortir des vidéos, et que dans le long terme, au moins, on est à chaque fois quelqu'un qui puisse s'occuper du montage sans qu'on doive le faire à l'arrache et en 4ème vitesse. Voilà. Autre chose, si vous ne le savez pas, deux choses d'un côté. Première chose, on a ouvert la boutique Les Trois Commandements à Reims et sur notre site internet. Donc du coup, ce qui fait qu'actuellement, je bosse comme un dératé pour faire en sorte que ça tourne. Donc du coup, je vous invite à aller voir directement sur le site web de la boutique ce qu'on a à disposition et éventuellement aller sur les réseaux sociaux pour voir un peu ce qu'on fait. Puisqu'on fait des événements plusieurs fois par semaine, etc., que ce soit du Magic ou d'autres choses, donc ça fait quand même du boulot en plus. Et aussi derrière, évidemment, on a le Commander Tour 4 qui arrive prochainement, et qui sera là fin août dans le sud de la France, près d'Albi. Les informations sont déjà tombées avec le trailer de l'événement, et je vous invite évidemment à le regarder. C'est du coup le rendez-vous qui se déplace de ville en ville, et qui va vous faire jouer en commandeur et qui vous permet d'obtenir plein de lots qu'on vous réserve, que ce soit des cartes à l'unité, des produits scellés, des decks, des goodies, des accessoires, etc. Donc je vous invite à aller faire un petit tour sur cette vidéo trailer, et pourquoi pas à nous rejoindre au Commander Tour 4 qui se déroule fin août de cette année. Voilà. Du coup, tout ça, ça fait beaucoup de boulot. Et donc, ce qui fait que ça ralentit énormément la production, en plus du fait que l'extension est extrêmement riche. Donc voilà. Là actuellement, Emeric est en train de bosser sur l'écriture et l'enregistrement des 20 in 20 out au moment où je parle. Donc du coup, encore une fois, beaucoup de travail à accomplir en relativement peu de temps pour pouvoir vous satisfaire. Et non, a priori, il n'y aura pas de table de commandement sur l'extension, pour une raison simple, nous n'avons pas les moyens de le faire. Voilà. Mais bon, avant de commencer à parler du deck du jour, on va passer par la phase de pub. Et voici venir la phase de pub durant laquelle nous allons vous le rappeler d'aller nous suivre sur les différents réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram, pour avoir toutes les news, toutes les infos de la tour de commandement, savoir quand est-ce que les vidéos sortent, mais également savoir quand est-ce que nous réalisons les différents lives sur Twitch. Et si jamais vous ne pouvez pas assister au live, vous avez les archives de la tour de commandement pour voir les replays de ces live Twitch. Nous en profitons également pour remercier les tipeurs de la tour de commandement. Sans eux, rien ne serait possible, car ils nous soutiennent financièrement chaque mois ou ponctuellement et nous permettent de continuer à investir dans les différents projets de la tour. Donc un grand merci à eux, et si jamais vous souhaitez les rejoindre, c'est dans la description de la vidéo. Aujourd'hui, nous allons donc parler du deck, du premier deck de l'édition Seigneur des Anneaux que nous allons aborder. C'est le deck Cavalier du Rohan. Un deck blanc-bleu-rouge Jeskai dédié aux humains, essentiellement, mais pas que, des fois il y a des petits trucs en plus. Voilà. Mais c'est un deck profondément tourné autour des humains, mais également un petit peu sur le côté lore, bien évidemment, le monarque qu'on va revoir, et également tout le côté un petit peu aggro. Je vais vous parler évidemment dans un premier temps des différents nouveaux commandants du deck,
Puis ensuite, on va parler des nouvelles cartes. Et enfin, on va parler des cartes rééditées sympas, mais vu qu'il y a 20 nouvelles cartes, je vous avoue que j'en ai mis un petit peu moins en termes de réédition, notamment parce qu'il y en a beaucoup moins qui sont intéressantes au même niveau que d'habitude dans les decks classiques. On est parti, let's go. Le commandant du deck, c'est Éowyn, Vierge Guerrière, une créature légendaire humain et chevalier 5/4 pour 5, dont un bleu, un rouge et un blanc. Elle a l'initiative, et au début du combat pendant votre tour, si un autre humain est arrivé sur le champ de bataille sous votre contrôle ce tour-ci, créez 2 jetons de créatures de 2 rouges, humains et chevaliers, avec le piétinement et la célérité. Puis, si vous contrôlez au moins 6 humains, piochez une carte. Ouais, on retrouve cette mécanique encore une fois qu'on a eu dans l'édition Seigneur des Anneaux, dans l'édition de base. En fait, un autre humain arrive sur le champ de bataille, donc du coup, il y a une capacité qui va se déclencher. Alors, là, c'est au début du combat, donc du coup, Éowyn peut être arrivé, après coup, l'arrivée de l'humain en question. Mais peu importe. Ici, en fait, ce qui va compter énormément, c'est toute la value qu'elle fait. Elle fait une value qui est assez gigantesque, puisqu'elle va quand même créer 2 jetons qui ont piétinement et célérité. Ce qui fait quand même que, déjà, célérité, ça donne un côté agressif ultra prononcé autour du commandant, et qui est très bien, en fait. Derrière, si vous avez de quoi booster, alors, il y a le blanc qui est là dans la carte, donc logiquement, le boost est une chose qui devrait être possible. Si vous pouvez booster, ne serait-ce qu'en force, les humains que vous allez créer, eh bien, en fait, vous pouvez faire tourner complètement le deck autour de ça, quoi. Le côté ultra agressif jeton. On a du blanc, dont du coup, on peut jouer Procession Consécratrice, qui va nous permettre de faire un double de jetons. Vous vous rendez compte, 4 jetons, piétinement, célérité 2-2, ça fait mal. Bon voilà, c'est quand même assez violent là-dessus. Plus derrière, on a quand même le côté, si vous contrôlez au moins 6 humains, piochez une carte. Voilà, donc du coup la procession consécratrice, elle est tout à fait adaptée pour Éowyn. Mais moi, ce qui me tue également, c'est qu'il y a aussi une autre stratégie potentielle. Alors, il y en a 2 autres. Globalement, il y a la stratégie combat supplémentaire, parce qu'il est marqué au début du combat pendant votre tour. T'es là, et si on en faisait plusieurs c'est tout à fait faisable, bien évidemment. Mais derrière, il y a aussi une autre stratégie qui peut rentrer en compte, ce sont des humains et chevaliers. Éowyn est un humain et chevalier. Pourquoi pas faire un mix avec ce qu'on a vu récemment dans l'invasion des machines, où c'était blanc, bleu, noir, chevalier, et également ce qu'on connaît de Eldraine, avec le rouge, qui comportait quand même pas mal de chevaliers également. Donc on aurait les chevaliers blanc-bleu, les chevaliers blanc-rouge, qui seraient jouables en fait dans un même deck. Donc du coup, on a une double stratégie qui serait faisable, d'autant plus que chevaliers, souvent ils sont humains aussi, donc du coup c'est pas incompatible, et les deux peuvent fonctionner en synergie. C'est assez sympa. Alors le commandant est quand même ici, Éowyn est relativement cher, hein. Il faut avouer que 5 mana aujourd'hui, on commence à être dans la courbe de la partie haute des commandants en fait en termes de courbe de mana. Et oui, en effet, certains peuvent se dire oui mais non c'est un petit peu gênant du coup, nanana. Oui, en effet, ça peut être un petit peu gênant, mais on peut accélérer le deck un petit peu, on peut donner du mana supplémentaire. Je connais un anneau solaire qui est très fort avec Éowyn, bien évidemment. Mais voilà, il faut essayer d'accélérer, et il faut surtout compter également sur les réducteurs de coûts, puisqu'il faut pas oublier que les réducteurs de coûts tribaux existent, et que du coup, ça va fonctionner super bien dans une synergie, comme ça, en se disant, ah bah tiens, je réduis de 1, donc du coup, Éowyn me coûte plus que 4, super. Et en plus, ça réduit tous mes autres humains de 1 également, ce qui est exactement ce qu'on veut, puisqu'on veut pouvoir éventuellement lancer Éowyn et un autre humain dans le même tour, pour pouvoir déclencher sa capacité directement dans la phase de combat, c'est ça qu'on veut. Et Éowyn, en fait, elle est très bien. Il y a un bon équilibre, en fait, entre son coût de mana et ses capacités qui sont quand même bien... voilà, bien vénère, hein, faut pas se mentir. Et voilà, c'est plutôt pas mal. Et il y a juste une chose que je donnerais également, un petit conseil que je peux donner également, une carte que je vais citer, c'est Odric, la version numéro 2 qui partage les capacités, parce que, étant donné qu'il partage les capacités au début de combat et que vous pouvez mettre les capacités dans la pile dans l'ordre de votre choix, vous mettez Éowyn au-dessus, donc du coup qui va se résoudre en première, et ensuite vous avez Odric qui va partager célérité et piétinement et initiative du coup d'Éowyn à toutes les créatures, y compris à Éowyn qui est peut-être arrivé ce tour-ci sur le champ de bataille. Je n'ai rien d'autre à dire, hein. Voilà, peut-être 2-3 petits trucs à voir, mais en tout cas, est-ce qu'elle est bien à la tête du deck? Eh ben on va voir ça tout de suite avec le reste des commandants déjà. Le commandant secondaire, c'est Aragorn, roi du Gondor. Et ouais, Aragorn est le commandant secondaire du deck. Top qualité, les femmes d'abord. Du coup, nous avons une créature légendaire humain et noble qui coûte 4, dont un bleu, un rouge et un blanc. C'est une 4/4 vigilance lien de vie. Quand il arrive sur le champ de bataille, vous devenez le monarque. Et à chaque fois qu'il attaque, jusqu'à une créature ciblée ne peut pas bloquer ce tour-ci. Si vous êtes le monarque, les créatures ne peuvent pas bloquer ce tour-ci. Là, on est dans une logique complètement différente. On part hors de humain. On est juste dans aggro et monarque.
Ce qui est bien parce que du coup ça fait une bonne liaison entre les deux, et ce qui me rappelle également qu'il y a une autre créature, le Keeper of Secrets, qui permet de faire exactement ce que Aragorn fait, c'est qu'il dit que voilà, au début du tour, si jamais vous êtes le monarque à votre entretien, eh bien toutes les créatures ne peuvent pas bloquer ce tour-ci. C'est super intéressant également, donc du coup Aragorn ici le propose de base, sauf que lui c'est à l'attaque, ce qui fait une grosse différence avec ce Keeper of Secrets qui avait ce petit problème, il fallait réussir à conserver le monarque jusqu'au début de votre entretien. Sauf que là en fait Aragorn nous permet de faire en sorte de devenir le monarque, notamment durant la première phase principale, et donc derrière, de pouvoir dire il n'y a pas de bloqueur potentiel avec sa deuxième capacité. Ça c'est super intéressant. Derrière éventuellement on a du blanc-bleu, donc du coup étant donné qu'Aragorn permet de devenir le monarque quand il arrive en jeu, pourquoi pas un peu de blink, dire voilà, oh je vais l'exiler, je vais le renvoyer sur le champ de bataille. Oh, marrant. Donc oui, c'est plutôt sympa aussi dans ce côté-là, on peut être le monarque systématiquement à chacun de nos tours. En fait, Aragorn part dans une direction complètement opposée, mais pas forcément anti-synergique avec Éowyn. Puisque Éowyn est très aggro, et Aragorn, mine de rien, incite à l'aggro également, de notre côté, hein, bien évidemment, éventuellement du côté des adversaires avec le monarque. Après, moi, ce que je donnerais, c'est un conseil majeur, parce qu'il y a un point qui est très intéressant sur Aragorn, c'est la vigilance. Alors vous allez me dire, petit beau, c'est un mot-clé, t'as pas lu les autres capacités? Ben oui, mais en fait, ici, Aragorn va nous permettre surtout de bloquer, et en fait, je pense que c'est vraiment ce qu'il faut essayer de faire avec ce deck, c'est donner la vigilance à toutes vos créatures, de la meilleure façon possible, en fait, donc si possible avec des antiennes, des créatures qui partagent la vigilance et tout, qui la donne à tout le monde, ça serait la meilleure des choses, puisque en fait derrière on veut attaquer parce que Aragorn incite à l'attaque avec sa capacité grâce au monarque, et de l'autre côté il veut également conserver le monarque pour éviter d'avoir à remettre derrière le monarque et éviter de se prendre des baffes. Ça va surtout empêcher les adversaires de bloquer, pardon, d'attaquer. Et d'ailleurs il y a aussi autre chose, on est en blanc bleu rouge qui sont également des couleurs très fortes pour faire ce qu'on appelle le pillow fort, c'est-à-dire simplement empêcher ou dissuader très fortement les adversaires d'attaquer, notamment en leur faisant payer des taxes, en faisant des coups, un peu des coups fourrés pour que les créatures attaquantes prennent des baffes. J'ai pas grand chose d'autre à dire, mais c'est juste super fort en fait dans ce sens-là de dire j'ai envie de bloquer en fait les potentiels adversaires pour pas qu'ils récupèrent le monarque, pour pas qu'ils puissent m'attaquer, et moi je vais bourrer comme un gros sac et je vais avoir une position défensive disponible derrière. Donc on a tout ça autour d'Aragorn qui peut complètement fonctionner. Et d'ailleurs vous pouvez rester dans la logique humain, bien évidemment, mais vous pouvez partir sur complètement autre chose en mode très aggro et plutôt assez défensif en complément. Voilà, donc moi je trouve très bien ce Aragorn, et il coûte que 4 mana. Passons maintenant aux commandants qui ne peuvent pas être à la tête du deck. Il y en a plein, mais voilà, on retrouve plein de personnages iconiques du roman de Tolkien, enfin des romans de Tolkien. Et ici, on va avoir, dans un premier temps, les commandants blancs, dont Bérégon, de la garde, une créature légendaire, humain et soldat qui coûte 4, dont un blanc, c'est une 3-3. Et à chaque fois que lui ou qu'un autre humain arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1 et acquièrent la vigilance jusqu'à la fin du tour. Je viens pas de parler de la vigilance il y a 2 secondes. Potentiellement si. Et du coup, c'est là où Bérégon est très bien avec Aragorn, mais il est très bien aussi avec Éowyn, puisque il y a les humains qui arrivent en jeu, oh, bom 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 bom. Je vous rappelle également qu'il y a des humains qui arrivent en jeu avec d'autres jetons humains, ce qui fonctionne très bien du coup, et ce qui fait également que Bérégon sera très bien dans un deck Jirina Kudro. Ouais. Il est très bien ce Bérégon, il est très bien. En fait, on retrouve cette mécanique comme on disait, hein, c'est que quand il arrive en jeu, ou quand un autre humain arrive en jeu, on a eu plusieurs créatures légendaires dans le set de base qui permettent d'avoir ce genre de capacité, double initiative, un +1/+0, tout ça. Ici, c'est vraiment très violent, quoi. Le +1/+1 et vigilance, là, ça rappelle un petit peu le refuge Fluidard dans le même style qui donnait marqueur +1/+1 et vigilance. On est à peu près pareil, dans un même terme d'aggro, même si ce ne sont pas des marqueurs. Mais du coup, il est très bien, il est très bien. Il est très bien, il est très agressif, il a un coup tout à fait correct. En plus, comme il fait également à sa propre arrivée en jeu, ça fait qu'il donne un boost dès qu'il arrive en jeu, il est efficace quoi. Écoutez, moi je pense que dans un jeu humain, vous allez avoir envie de le jouer tout de suite. Pourquoi pas le monter même en deck humain mono blanc. Autre humain, c'est Gilraen, protectrice des Dunedains, une créature légendaire humain et noble 2-3 qui coûte 3 mana dont un blanc, et pour 2 et en engageant, exiler une autre créature ciblée que vous contrôlez. Vous pouvez renvoyer cette carte sur le champ de bataille sur le contrôle de son propriétaire. Si vous ne le faites pas, alors, au début de la prochaine étape de fin, renvoyez cette carte sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire avec un marqueur vigilance et un marqueur lien de vie sur elle. J'ai lu la carte un peu plus tôt et j'étais là, oh, ça c'est intéressant. Ça c'est très intéressant parce que du coup, on a les deux les deux modes de blink en fait qui existent. Alors,
Il y en a qui disent blink et flick, sauf qu'en fait, dans un sens comme dans l'autre, c'est tout à fait incorrect. Je ne ferai pas de distinction. La distinction, en fait, c'est celle où, en gros, vous allez avoir le retour directement sur le champ de bataille, et l'autre où c'est au début de la prochaine étape de fin. Ici, c'est super intéressant parce qu'on a les deux modes possibles. Voilà, alors certes, avec un petit bonus si jamais vous faites revenir plus tard. Alors, vous allez me dire, mais oui, mais c'est mieux de faire revenir tout de suite. Bah oui et non, parce qu'il y a des situations, notamment dans les Vras, c'est un peu couillon, hein, mais c'est vrai. Quand quelqu'un est en train de détruire le champ de bataille, bah en fait, un blink direct ne peut pas le sauver. Ne peut pas sauver la créature, elle va revenir et on va résoudre le sort et elle va être détruite quand même. C'est très bien quand on a du mono cible qui veut détruire une créature ciblée, et là on dit, ah non, hop, elle quitte, elle revient, c'est plus elle la cible. Ok, dans ce cas-là, en effet, ça fonctionne. Dans les Vras, non. Et c'est là où justement les effets de blink avec retardement sont super intéressants parce qu'ils vont permettre de protéger une ou plusieurs créatures, dans ce cas-ci, ça sera une, d'un effet de Vras. Donc voilà. C'est plutôt pas mal. Et le petit bonus vigilance lien de vie, bah il est très sympa en vrai. Ce sont des marqueurs, donc du coup on peut potentiellement la jouer avec des decks qui vont jouer autour des marqueurs, peut-être même des marqueurs capacité, pourquoi pas, avec une petite osolite et tout, ça fait plaisir. C'est assez efficace quoi. Après, derrière, dans les jeux Blink en général, vous allez vous dire, bah c'est un effet de Blink en plus, qui n'est pas non plus excessivement cher, ça coûte que 2, mais par contre, il faut aussi l'engager pour l'activer. Et là, j'ai envie de dire, est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'en abuser? Eh bah si, il y a un moyen d'en abuser, puisque si vous jouez bleu à côté, vous avez Intruder Alarm qui permet de dégager toutes les créatures quand une créature arrive en jeu. C'est très fort, du coup, dans ce genre de cas. Et si vous pouvez faire du mana en plus, avec une petite boucle, pourquoi pas? Je pense que vous avez moyen de blinker en boucle. Pourquoi pas? C'est bizarre, hein, j'arrive à trouver des abus assez facilement. Hein. Mais soyons honnêtes, Gilraen, en fait, ça reste quand même un commandant qui sera pas forcément joué à la tête de son propre deck, mais plutôt dans le deck avec du blink, avec des effets d'arrivée en jeu, ça fonctionne très bien. Ou peut-être dans un petit deck à la cool, vraiment, autour des effets d'arrivée en jeu. C'est un peu moins méchant que Elesh Norn, ça c'est sûr. Commandant suivant, alors on continue avec un commandant qui est bleu, mais en fait bleu-rouge en identité colorée, c'est Denethor, voyant de la pierre, une créature légendaire humain et noble, 1-3 pour 2 dont 1 bleu. Quand il arrive sur le champ de bataille, regarde. Et pour 4 dont 1 rouge, vous l'engagez, vous le sacrifiez. Un joueur ciblé devient le monarque. Denethor inflige 3 blessures à n'importe quelle cible. J'aime beaucoup le flavor autour de cette carte. Parce que bon, t'as un commandant bleu, donc voilà. Et derrière, vous payez du rouge et vous le sacrifiez pour désigner quelqu'un d'autre en tant que monarque et mettre des blessures. Voilà. Si vous avez vu ne serait-ce que les films, vous saurez de quoi je veux dire. Si vous avez lu les livres, vous savez complètement de quoi ça parle et pourquoi on parle de voyant de la pierre, puisque il possède un des palantirs qui permet du coup en fait de voir, de communiquer, mais également de se faire un peu influencer par Sauron malheureusement. Bref, je vais arrêter de divaguer sur le lore du Seigneur des Anneaux, sinon on n'a pas fini. En soi, derrière Denethor, en dehors d'une grosse flavor win, et ben en fait, disons que c'est pas terrible quoi, c'est le côté flavor est là, hein, mais bon, le regarde, pourquoi pas, c'est sympa à l'arrivée en jeu, on peut peut-être en abuser avec un peu de blink, ah tiens, voilà. Après, voilà, les 4 mana à utiliser, le sacrifier pour mettre 3 blessures et faire devenir quelqu'un en monarque. Alors vous pouvez vous désigner vous-même, ce qui du coup fonctionnerait pourquoi pas très bien avec Aragorn, mais en dehors de ça, en fait c'est... Mais je dirais ça, juste ça. Passons plutôt au commandant suivant, c'est Gimli des Cavernes Étincelantes, qui est notre premier commandant mono-rouge, qui coûte 3 dont 1 rouge, une 1-1 avec, attention, la double initiative. Et à chaque fois qu'une autre créature légendaire arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, mettez un marqueur +1/+1 sur Gimli des Cavernes Étincelantes. Et à chaque fois que Gimli inflige des blessures de combat à un joueur, créez un jeton trésor. Oh, double initiative. Ok. Heureusement qu'il fait pas autant de trésors que le nombre de blessures qu'il inflige. En fait, il est super intéressant dans un jeu légende. Soyons honnêtes, dans un jeu humain, il a pas forcément intérêt. Alors, les decks contiennent beaucoup de légendes. Ici, il me semble qu'il y en a 9 dans le deck au total. Donc, c'est pas forcément une mauvaise chose. Alors, 9 nouvelles légendes. Je précise pas celles qui viennent du deck, enfin du set de base, et qui sont éditées dans le deck. Donc, du coup, ce qui fait quand même déjà pas mal. Mais, Gimli est avec les Cavernes Étincelantes, ici il est... Mais c'est pas forcément le deck dans lequel je pense il va briller. Si vous partez sur un deck qui contient du rouge et qui est légendaire, ça me rappelle quelque chose, vous pouvez potentiellement du coup utiliser Gimli de manière super efficace. Parce que c'est vrai que bon, on se dit le premier tour où il va arriver, bon peut-être qu'il va se faire bloquer tout ça. En fait au bout d'un moment, ça va passer. Si vous lui donnez le piétinement en plus, ça devrait être facile je pense. Eh bien vous pourrez abuser de sa capacité et faire du mana supplémentaire du coup avec les trésors. Et il fonctionne très bien en fait en vrai. C'est pas ultra lourd, mais il y a moyen de faire des choses. Gimli peut même être à la tête de son propre deck si vous allez jusque là. Allez, bon, ça va être compliqué, hein, mais comment dire, j'ai peut-être 2-3 idées avec un Orin le circonspect qui a tendance à quitter le champ de bataille et revenir dessus dès qu'il se passe un truc. C'est une créature légendaire qui arrive en jeu, hein. Voilà, ça coûte pas cher, tout ça, donc voilà. Et pourquoi pas abuser des trésors, pourquoi pas faire des face attaques supplémentaires.
Oui, voilà. Donc si vous pouvez éventuellement en faire en plus, bah du coup vous pouvez vous amuser comme ça. Donc voilà, Gimli peut être sympa aussi la tête de son propre deck, même si c'est beaucoup plus alambiqué tout ça. Mais dans un deck légende, bah il est super. On continue avec les commandants multicolores et avec Boromir, espoir du Gondor, une créature légendaire humain et guerrier qui coûte 4, dont un blanc et un bleu. C'est une 3-4, et à chaque fois que Boromir arrive sur le champ de bataille ou attaque, regardez les 6 cartes du dessus de votre bibliothèque, vous pouvez révéler une carte d'humain ou d'artefact parmi elles et la mettre dans votre main. Mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Ok, bel engin plus-value. On retrouve le côté Blink, encore une fois, c'est dingue ça. Donc le côté Blink, arrivé en jeu, bam, vas-y. Alors oui, il fait aussi l'attaque, je sais. Mais des fois, c'est plus facile de blinker que d'attaquer. Alors oui, je sais, attaquer, c'est juste tourner la carte, hein, voilà. Mais vous n'avez pas forcément toujours un adversaire qui va pas être dangereux pour vos créatures. Donc blinker, ça fonctionne aussi bien. En plus, on est en blanc-bleu ici avec Boromir. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire autour de Boromir? Il fonctionne autour des humains, mais moi, ce que je vois aussi, c'est qu'il fonctionne autour des artefacts. Et du coup, ça commence à me faire dire qu'il y a peut-être un moyen de réussir à jouer un jeu artefact avec Boromir, avec du blink, et peut-être un certain chaton qui aime beaucoup faire blinker les créatures chaque fois que vous lancez des sorts non-créatures. Oui, vous savez de quoi je veux parler, oui, en effet. Donc, Boromir, il a potentiellement un moyen, en fait, de continuer à faire sa plus-value et faire n'importe quoi avec ce genre de setup. Mais en dehors, moi je jouerais bien dans un deck humain, tout simplement, continuer à le jouer avec Éowyn à côté, parce que c'est un commandant qui est assez agressif, qui apporte de la bonne plus-value pour les jeux humains, et en blanc-bleu humain, malheureusement, j'ai pas beaucoup d'autres propositions à vous faire. C'est probablement le deck qui sera le plus synergique dans ces couleurs-là, autour de la stratégie des humains. En fait, Boromir fonctionne très bien avec Éowyn et avec la logique du deck. Continuons en multicolore avec Éomer, roi du Rohan, une créature légendaire humain et noble 2-2 pour 5, dont un blanc et un rouge. Il a la double initiative, et ouais. Il arrive sur le champ de bataille avec un marqueur +1/+1 sur lui pour chaque autre humain que vous contrôlez. Et quand il arrive sur le champ de bataille, un joueur ciblé devient le monarque. Éomer inflige un nombre de blessures égal à sa force à n'importe quelle cible. Alors là, encore une fois, on sent la jonction entre Éowyn et Aragorn. C'est d'un côté le monarque, que vous pouvez dire, c'est moi le monarque maintenant. Ok, d'accord, très bien. Et derrière, vous avez le côté humain. Donc on est à cheval entre les deux. Ça tombe bien, c'est un cavalier, pardon. Donc, on est à cheval entre les deux, et c'est ça qui est assez étrange, parce que Éowyn est clairement humain, et Aragorn est clairement autour du monarque, donc vous pouvez jouer avec les deux, mais faire la jonction et garder cette jonction dans le deck entre les deux mécaniques, je suis pas sûr que ce soit super pertinent. Voilà, j'ai un petit doute quand même. Mais il y a une bonne synergie en effet avec Éomer et ces deux commandants-là, donc du coup vous pouvez jouer soit dans l'un, soit dans l'autre. Après bon, j'imagine que si vous jouez Éomer dans le deck Aragorn, c'est surtout que vous avez vraiment un attrait autour des humains, et ça tombe bien parce que les humains fonctionnent bien avec le monarque de manière générale, donc du coup pourquoi pas conserver cette logique humain, sous-thématique humain dans un jeu monarque éventuellement. Donc en effet, Homer s'intègre bien dedans. Après, à la tête de son propre deck, je pense qu'il va être beaucoup aggro, ça va être humain, blanc, rouge, let's go dans la tronche, et ma foi c'est très bien. Parce qu'on a vu dans l'édition, et également dans les cartes qu'on vous propose ici, il y a pas mal de cartes en blanc et en rouge qui sont super efficaces avec les humains, et qui font que un simple deck blanc-rouge aggro en humain fonctionne très bien. Continuons et terminons même les commandants de ce deck avec Faramir, l'intendant du Gondor, ou plutôt le dernier intendant du Gondor. Oui non, on va arrêter de parler de l'or. Qui coûte 3 dont un blanc et un bleu, c'est une 2-2 humain et noble, et à chaque fois qu'une créature légendaire avec une valeur de mana supérieure ou égale à 4 arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, vous devenez le monarque. Au début de votre étape de fin, si vous êtes le monarque, créez 2 jetons de créatures, 1-1, blanche, humain et soldat. Et encore une fois, jonction, humain, monarque. Voilà. Donc on se retrouve encore une fois dans cette logique-là. Et Faramir, en fait, il est relativement cool. Parce que d'un côté, vous avez le côté créature légendaire, encore une fois, donc t'es là, ok, d'accord. Bon, c'est un petit peu... là, il y a le légendaire, il y a le monarque, il y a les jetons, t'es là, il y a l'humain, il y a le soldat, éventuellement, si vous voulez. C'est un peu le bordel. Dans un jeu monarque, il sera très bien, parce que sa principale plus-value, c'est le fait de faire des jetons, et 2 jetons à l'étape de fin, c'est super. Derrière, si vous avez moyen d'avoir des créatures légendaires en plus dedans qui coûtent 4 ou plus, eh bien vous avez cet avantage d'avoir le monarque qui peut être donné par Faramir, c'est super cool, ça fonctionne bien. Est-ce que je le mettrai à la tête d'un deck? Pas sûr, parce que des créatures légendaires à 4 et plus en blanc-bleu, ça va être tendu. Ça va être très tendu, ou alors il va vraiment falloir jouer avec des trucs un petit peu gros bill, donc bon, voilà. Après par contre, en blanc-bleu avec des jetons et avec la stratégie non pas humain, mais la stratégie soldat, on l'a vu récemment avec Dominaria Uni, ça fonctionne, ça existe, ils l'ont mis en avant, c'est possible. Donc, il y a une possibilité de jouer blanc-bleu soldat avec Faramir derrière, et tout simplement en jouant en plus avec le monarque en bonus.
Et ouais, ça existe. Et maintenant, on passe aux nouvelles cartes proposées dans le deck qui ne sont pas des commandants. On va parler tout d'abord, eh bien, des champions de Minas Tirith. Une créature humain et soldat qui coûte 6 dont un blanc, c'est une 4/6, et quand ils arrivent sur le champ de bataille, vous devenez le monarque. Et au début du combat, pendant le tour de chaque adversaire, si vous êtes le monarque, cet adversaire peut payer X étant le nombre de cartes dans sa main. S'il ne le fait pas, il ne peut pas vous attaquer à ce combat. Ok, d'accord, très bien. C'est assez étrange. En fait, c'est assez étrange parce que je vous parlais justement tout à l'heure de Pillow Fort, et les champions de Minas Tirith partent dans cette logique de tu peux pas m'attaquer parce que, voilà, je l'ai dit, tu remplis pas la condition, faut que tu payes le mana, tout ça. Ok, d'accord, ok, très bien. Mais en fait, ce qui est assez étrange, c'est que vous avez cette logique du nombre de cartes dans la main de l'adversaire. Le problème, c'est que moi, j'ai un peu de mal avec les cartes qui se basent beaucoup sur les ressources adverses pour être efficaces. Alors, il y en a certaines qui sont très efficaces, hein, bien sûr, mais ici, ça fait surtout que si jamais l'adversaire, bah en fait, là, quand même, la carte coûte 6, donc elle peut arriver plutôt vers la fin de partie, on va pas se mentir. T'es là, si elle coûte facile à 2 cartes en main, t'es là, ok, bah pour 2 mana, je peux t'attaquer avec toutes mes créatures. Donc on n'est pas vraiment sur du Pillow Fort super efficace. Les meilleurs Pillow Fort étant, bien évidemment, la prison fantomale, la propagande, qui elles vont demander de payer pour chaque créature qui attaque, ce qui est beaucoup plus efficace que ce genre d'effet. Donc ici, bah voilà, il suffit que la personne se dise, bah écoute, je vais lancer un maximum de sorts avant la phase de combat pour pouvoir, ben voilà, simplement attaquer pour 1 mana éventuellement ou 2, c'est ridicule. Ce qui fait que du coup, les champions de Minas Tirith, ben c'est une carte qui est relativement chère pour pas grand chose, pour vraiment pas grand chose. Alors vous allez me dire, mais bon, enfin, quand même, c'est plutôt pas mal. Oui, il faudrait presque en fait faire en sorte de faire piocher les adversaires un maximum, sauf que c'est toujours pareil, hein, quand vous jouez un deck en effet dans lequel vous avez envie que les adversaires piochent, notamment pour prendre des blessures, voilà, on fait un coucou à Nekuzar, hein, bien évidemment, ça c'est logique. Mais le problème, c'est dans un deck où, justement, vous voulez être le monarque pour pouvoir piocher plus que les adversaires, et du coup, vous les faites piocher en plus derrière, vous n'avez pas vraiment envie, en fait, vous avez justement envie de garder un avantage en termes de pioche et de card advantage en général, et du coup, ben, pas forcément ce qu'on ferait dans ce sens-là pour abuser des champions de Minas Tirith. Du coup, je trouve la carte chère, qui est pas mal en effet parce qu'elle donne le monarque à l'arrivée en jeu, que c'est un gros body, tout ça, on est content, mais on a vraiment ce côté où bah en fait, toute la partie Pillow Fort, qui est un peu le centre, l'intérêt même de la carte, elle est pas top, quoi. Elle est pas top. Parce qu'à la limite, si c'était basé sur le nombre de cartes dans votre main, là, ça serait réellement intéressant. Mais ici, c'est pas le cas. Donc j'ai un petit problème avec ces champions de Minas Tirith, en effet. Continuons avec les renforts de Lost Gris, une créature esprit et soldat, et oui, il n'y a pas que des humains, vous avez été piégés. Ça coûte 4, dont 1 blanc, c'est une 1-1, elle a le vol et parade 3 dur. Et quand ils arrivent sur le champ de bataille, exilez le cimetière d'un joueur ciblé, mettez sur les renforts de Lost Gris un nombre de marqueurs +1/+1 égal au nombre de cartes de créatures exilées de cette manière. Encore une fois, une carte d'exil de cimetière qui est plutôt pas mal, qui est bien efficace, et surtout, bah en fait, qui renforce les renforts, ça renforce les renforts. Et bah il faut rappeler que les renforts ont le vol. Du coup, je connais un certain Millicent qui va s'amuser fortement avec les renforts de Lost Gris, puisque bah, d'autant d'un côté vous allez gérer le cimetière, d'autant en plus vous allez avoir un gros esprit bien vénère et super bien protégé avec la parade 3 qui va faire des ravages. Donc les renforts de Lost Gris, c'est une bonne carte de gestion qui à mon avis va pas être jouée que dans ce deck, hein. Vous allez pouvoir la jouer un petit peu à droite à gauche si vous aimez gérer les cimetières, éviter les conneries, vous aimez les esprits ou les soldats, ou les deux, et derrière que vous aimez les marqueurs, c'est efficace. Et les créatures avec le vol. Ça fait beaucoup de possibilités en fait, hein. Donc vous vous rendez bien compte que la carte elle est valable dans beaucoup de decks. On continue avec le capitaine de l'Osanark, une créature humain et soldat qui coûte 4 dont 1 blanc. C'est une 3-1 avec l'initiative, et à chaque fois que lui ou qu'un autre humain arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, engagez une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Et au début de votre entretien, créez un jeton de créature 1-1 blanche, humain et soldat. J'aime beaucoup cette carte. En fait, la première capacité, on est là. Ouais, c'est sympa, ça engage des créatures, tu es là, bon, ça fait en sorte qu'il y ait un peu moins de bloqueurs. Et puis on comprend que avec la deuxième capacité, on a une capacité déclenchée qui fait que, ah, c'est un humain qui arrive sur le champ de bataille. Ah bah attends, deux secondes, ça veut dire que du coup, à chaque tour, on engage au minimum une créature. Et là, on commence à comprendre. On se dit, ah bah attends, il y a possibilité en fait de faire un humain à chacun de nos tours. Ah, donc c'est plutôt pas mal, hein, ça fonctionne bien. Alors, le seul problème de la capitaine, c'est que c'est une 3-1. Elle a 1 d'endurance. 1 d'endurance, c'est triste, mais c'est pas grave, on l'aime bien quand même. Parce qu'en fait, elle est bien déjà pour cette capacité, cette synergie interne qu'elle a, mais en plus, il y a aussi autre chose. Pour moi, il est marqué, au début de votre entretien, vous créez un jeton. C'est tout. Ça vous rappelle pas quelque chose ? Non. Moi, ça me rappelle 2-3 petites choses, hein, notamment quelques enchantements qu'on aime beaucoup en commandeur, surtout en noir, et qui font des jetons supplémentaires à chacun de vos entretiens, et du coup qui vous permettent d'avoir des ressources supplémentaires éventuellement à sacrifier, notamment sur les jeux aristocrates. Oui,
Oui, vous avez bien entendu. Mais ici, ce qui est amusant, c'est que la capitaine, elle va apporter une plus-value supplémentaire, puisque en créant un humain, elle va en plus engager une créature qui pourrait être gênante si jamais vous voulez attaquer derrière. Donc voilà, il y a ce petit côté très sympa, et du coup qui fait penser au meilleur créateur de jetons d'aristocrate. C'est le coût le plus cher. Voilà, donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Elle peut trouver sa place dans plusieurs decks différents, encore une fois. Sympa. Passons maintenant aux nouvelles cartes bleues avec, attention, non pas l'archiviste de Jace, mais l'archiviste du Gondor, qui coûte 3 dont un bleu, c'est une 2-3. C'est un humain et conseiller. Et quand votre commandant inflige des blessures de combat à un joueur, s'il n'y a pas de monarque, vous devenez le monarque, ok? Et au début de l'étape de fin du monarque, ce joueur pioche une carte. Oh, wait. Donc du coup, l'archiviste du Gondor, il joue un peu dans tous les camps en même temps. Enfin, il joue surtout dans le camp de la royauté, en fait, hein, finalement. Ah, les nobles. Donc voilà, du coup, j'aime beaucoup cette carte. En fait, c'est une carte qui va systématiquement mettre le monarque en jeu, ce qui est très intéressant. Malheureusement, ça ne fonctionne pas très bien avec Aragorn, vous l'aurez compris, puisque Aragorn, il a besoin d'attaquer, et que le monarque soit là au moment de l'attaque, et l'archiviste donne le monarque au moment où le commandant touche. Non, c'est pas terrible, en effet. Non, en effet, c'est pas top. Les deux ne sont pas synergiques, en effet. C'est dommage, c'est dommage. Mais il y a quand même ce petit bonus de « Ah bah tiens, début de l'étape de fin, bah en fait, vous avez pioché une carte. » Ce qui est presque dommage, c'est que cette carte ne comporte pas une clause plus intéressante pour vous. Du coup, ce qui ferait que les adversaires, ils auraient pas trop envie de la buter parce que, bah en fait, ils savent que tant qu'ils sont le monarque, ils ont une plus-value supplémentaire, ils piochent pas une carte, mais 2 cartes à la fin du tour. Et derrière, eh ben vous auriez pu retirer un avantage en plus. C'est par exemple, quand quelqu'un pioche sa carte quand il est monarque, bah vous piochez une carte également. Par exemple, pourquoi pas. Ça aurait pu être un petit peu un simili group hug, mais ici ça devient vraiment une carte de politique et surtout d'incitation à l'attaque, en fait. C'est ça qui est intéressant là-dessus, et qui en fait que c'est un design vraiment un peu alien, et très intéressant et intriguant là-dessus. Je ne saurais pas comment le qualifier, mais c'est vraiment ce côté, j'incite à l'attaque, parce que si vous avez le monarque, vous avez beaucoup de cartes. Donc bon, après si vous aimez voir les adversaires piocher beaucoup de cartes, pourquoi pas, ça peut être intéressant bien sûr. Et la deuxième carte bleue du deck exclusive, c'est l'allégeance au royaume, une aura, un enchantement aura qui coûte 5, dont un bleu, qui enchante une créature, et quand l'allégeance au royaume arrive sur le champ de bataille, vous devenez le monarque. Encore une fois. Et le monarque contrôle la créature enchantée. La créature enchantée attaque à chaque combat si possible, et ne peut pas vous attaquer. C'est très intéressant. Ça rappelle beaucoup le cycle qu'on avait eu des impetus et des vœux, du coup qui incitaient ou qui faisaient en sorte que la créature ne pouvait pas vous attaquer, dans tous les cas. Et derrière, vous avez également un autre, alors c'est, j'ai oublié la combinaison d'assaut, un truc du genre, j'ai oublié le nom exact, et du coup qui était là en fait un équipement qui pouvait s'équiper sur une créature, et en fait qui allait passer de joueur en joueur à chaque tour pour réussir, enfin pour faire en sorte d'attaquer tout le monde, sauf vous, bien évidemment. Et ici l'allégeance au royaume, bah c'est pareil, sauf qu'encore une fois on joue sur le côté monarque. Et avec le côté monarque, bah du coup on renforce ce côté, vous devez vous agresser entre vous, éventuellement moi aussi pour récupérer la créature une fois de temps en temps, et voilà. Et bien évidemment quand on note que la créature ne peut pas vous attaquer, ça veut dire qu'elle ne peut pas vous attaquer vous, le propriétaire et le contrôleur de l'allégeance au royaume, puisque vous êtes toujours le contrôleur de l'aura, même s'il est attaché à une créature qui va faire tout le tour de la table. Donc super intéressant, encore une fois, très amusant. On va parler de la seule carte rouge nouvelle du deck, c'est l'appel à l'aide, qui reprend une scène magistrale des films, bien évidemment, qui coûte 5 dont un rouge, c'est un rituel, et acquérir le contrôle de toutes les créatures qu'un adversaire ciblé contrôle jusqu'à la fin du tour. Dégagez ces créatures, elles acquièrent la célérité jusqu'à la fin du tour. Vous ne pouvez pas attaquer ce joueur ce tour-ci, vous ne pouvez pas sacrifier ces créatures ce tour-ci. C'est super intéressant, parce qu'en fait, on est sur un design qui est très violent. Le fait de prendre le contrôle de toutes les créatures d'un joueur, c'est quelque chose qu'on fait très rarement dans Magic, je tiens à le préciser, et surtout pour un coût relativement bas, 5 mana, c'est que dalle, mais derrière, vous avez cette petite contrainte, se dire, ah, vous pouvez pas attaquer le joueur en question, donc encore une fois, on a ce côté un peu politique, mais là, du coup, ça se retourne un peu contre vous. Mais parfois, pour le meilleur, parce que dans les situations un petit peu désespérées, où vous avez, je sais pas, un joueur qui domine, par exemple, et qui est vraiment en train de rouler sur la table, et vous dites, ok, il y a quelqu'un qui a une force de frappe assez conséquente, qui a tapé un peu, mais c'est pas assez pour mettre les dégâts. Vous jouez à appel à l'aide, vous allez récupérer ces cartes-là, ces créatures-là, pour pouvoir attaquer à nouveau le joueur menaçant avec les mêmes créatures qui ont eu déjà probablement un impact au moment où votre allié de circonstance, du coup, a dû attaquer, a dû taper. Donc, l'appel à l'aide, il est super intéressant parce que c'est réellement, le nom de la carte correspond réellement à comment vous allez l'utiliser généralement dans les parties. Vous allez l'utiliser pour
faire en sorte d'appeler à l'aide, récupérer des ressources face à une menace plus grande, même auprès d'un autre adversaire. Et c'est là où ça va être intéressant, bien évidemment. Malheureusement, voilà, on ne peut pas attaquer le joueur ce tour-ci, mais surtout on ne peut pas sacrifier les créatures. C'est dommage, ça aurait été sympathique. Mais vous pouvez évidemment derrière raser le board et dire, bon voilà, on va détruire toutes les créatures si vous le souhaitez, sans aucun problème. Parlons maintenant des cartes multicolores, il y en a quelques-unes bizarrement qui sont toutes avec la même combinaison de couleurs. Vous laisse deviner laquelle. Et on commence avec le rituel qui s'appelle En avant Eorlingas, qui coûte X, non, et un rouge et un blanc. Créez X jetons de créatures 2-2 rouges, humains et chevaliers avec le piétinement et la célérité. À chaque fois qu'au moins une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat à au moins un joueur ce tour-ci, vous devenez le monarque. Et là, c'est super intéressant parce que derrière, bah, vous avez encore une fois de la création de jetons en masse. On a le blanc à côté qui est super pour dire petite procession consécratrice, j'aime beaucoup. On a des chevaliers et humains, dont du coup jouables dans les deux tribaux potentiels. Le piétinement et la célérité qui donne un côté ultra agressif, voilà, donc c'est pas mal non plus. Et bah surtout, en fait, derrière, vous avez possibilité de récupérer le monarque, ce qui est cool. Donc, oui, une bonne carte pour les tribaux, pour l'agressivité, pour le monarque. Oui, complètement, oui. On continue avec le serment d'Eor, un enchantement saga qui coûte 5, dont un rouge et un blanc. Et le chapitre 1 fait... Créer 2 jetons de créatures 1-1 blanche, humain et soldat. Chapitre 2, créer 2 jetons de créatures 2-2 rouge, humain et chevalier avec le pétinement et la célérité. Et 3, mettez un marqueur indestructible sur jusqu'à un humain ciblé, vous devenez le monarque. Super intéressant parce que on a ce petit côté progressif en fait avec des petits humains, une 2-2-2, tiens. Et puis derrière le côté marqueur indestructible, si jamais vous avez une grosse créature, pourquoi pas votre commandant. Ce qui fait que c'est jouable dans les decks Voltron, mais également dans les decks jetons, ce qui fait que c'est jouable dans les decks aggro en général. Parce que, pas oublier un truc, c'est qu'au niveau du timing, ça veut dire qu'au moment où vous allez résoudre le chapitre 2, et donc du coup créer des 2-2 célérité, il faut le rappeler, les 2 jetons qui étaient précédemment créés, les 1-1, vont pouvoir attaquer également durant le même tour. Ce qui fait que vous avez techniquement, sur un tour, 6 de patates qui peuvent attaquer et qui n'étaient pas là auparavant. C'est plutôt pas mal. Et toujours pareil, procession consécratrice qui va nous permettre de faire le double de jetons. Ouais, pas mal du tout. Continuons avec les cavaliers du Rohan, une créature humain et chevalier 4-4 qui coûte 5, dont un rouge et un blanc. Et quand ils arrivent sur le champ de bataille, créez 2 jetons, 2-2 rouge, humain, chevalier, avec le pétinement et la célérité. Vous commencez à les connaître. Et précipitation pour 6, dont un rouge et un blanc. C'est-à-dire que vous pouvez le lancer pour son coup de précipitation depuis votre main, et si vous faites ainsi, il acquiert la célérité et revient dans la main de son propriétaire depuis le champ de bataille au début de la prochaine étape de fin. Ce qui fait que du coup, vous pouvez simplement avoir une 4-4 qui va attaquer vite fait comme un gros bourrin, avec 2-2-2 en plus qui sont créés à chaque fois que vous allez le faire. Pourquoi pas? J'aime bien la carte en fait, de manière générale. La précipitation ne coûte que 1 de plus. Le seul problème, c'est que c'est quand même très élevé en termes de coût de mana. On est quand même à 6 pour la précipitation. Même de base, c'est une 4-4 pour 5 mana. 5 mana, c'est beaucoup pour une carte qui va juste créer des jetons, certes, très efficaces, comme je le dis depuis le début de la vidéo. Mais voilà, il va falloir vraiment trouver un moyen de rentabiliser ces jetons-là avec le côté humain, le côté agressif, tout ça. Comme je le dis depuis tout à l'heure, les boosts sont super bienvenus sur ce genre de jetons. Donc, c'est comme ça que ça va bien fonctionner. Et je pense que la précipitation, elle va réellement être utile quand vous aurez ces effets du coup de boost qui seront disponibles sur le champ de bataille. Avant ça, ça risque d'être un peu cher pour faire quelques jetons en plus, en fait. Voilà, ce que j'en pense. Et terminons les cartes multicolores avec la moquerie du haut des remparts, un rituel qui coûte 5, dont un rouge et un blanc. Incitez toutes les créatures que vos adversaires contrôlent. Jusqu'à votre prochain tour, ces créatures ne peuvent pas bloquer. Ok, bon, j'aime bien parce que ça rappelle évidemment une autre carte qu'on a qui déjà incite toutes les créatures adverses. Ici, on a ce petit bonus de elles ne peuvent pas bloquer. Ouais, ce qui fait que du coup, vous pouvez bourrer. Ensuite, les créatures vont être incitées, donc du coup, elles vont devoir soit s'engager pour activer des capacités, soit attaquer. Et ensuite, vous allez pouvoir à nouveau bourrer parce que les créatures seront encore engagées, sauf éventuellement les bloqueurs qui ont été mis en place. Ce qui fait que vous gagnez en fait 2 tours d'attaque un peu gratuits. Et ça, c'est super fort. C'est vraiment très très fort. On dirait pas, mais il y a vraiment une grosse plus-value et un gros intérêt stratégique sur la moquerie du haut des remparts. Et en plus, comme vous jouez blanc-rouge, alors vous pouvez le jouer, bien sûr, le garder dans le deck actuel, dont on est en train de parler, ou bien partir sur un deck blanc-rouge aggro très classique, mais qui fonctionne très bien. Vous avez ce côté où, de toute façon, on sait qu'en blanc-rouge, vous allez être agressif. C'est souvent le cas, c'est rarement autrement. Ça existe bien évidemment, mais c'est souvent très aggro. Et ben, dans ce type de deck, c'est exactement ce que cette carte elle va faire. Elle va vous permettre d'accomplir une agressivité vraiment assez unique et plutôt pas mal du tout, quoi. 2 tours, vous pouvez attaquer quasiment librement. Donc, c'est exactement ce qu'on veut dans ce genre de deck, et la moquerie, elle est tout à fait là pour nous le permettre. Super. Parlons du seul artefact exclusif du deck, c'est la couronne du Gondor. Un artefact légendaire équipement qui coûte
Rohamada, et qui dit « La créature équipée gagne +1/+1 pour chaque créature que vous contrôlez, et quand une créature légendaire arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, s'il n'y a pas de monarque, vous devenez le monarque. » Et équipement 4, cette capacité coûte 3 de moins à activer si vous êtes le monarque. Oh. Ce qui fait que techniquement, voilà, s'il n'y a pas le monarque en jeu actuellement, vous payez 3, elle arrive en jeu, vous payez 1, vous êtes devenu le monarque en plus, et du coup vous allez pouvoir l'équiper sur une créature. Super, c'est pas mal du tout en fait, j'aime bien la stratégie derrière, et alors il y a le côté flavor, bien évidemment, une créature légendaire arrive sur le champ de bataille, vous n'êtes pas le monarque, vous devenez le monarque, c'est pas mal du tout, voilà, c'est pas mal. J'aime bien la carte, après, je me dis que la plupart du temps, dans un deck qui joue vraiment autour du monarque, le monarque va être souvent en jeu. Alors, du coup, ce qui fait que la deuxième capacité, elle est là, c'est un petit bonus, mais bien évidemment, ce qui va être intéressant, c'est de réduire le coût d'équipement. Après, le +1/+1 pour chaque créature que vous contrôlez, il est intéressant dans un jeu qui va être quand même relativement agressif. On peut retourner sur le côté le deck créature légendaire, hein, bien évidemment, comme on disait tout à l'heure. Ou alors on peut partir sur un deck très blanc-rouge, ou du coup rester dans le blanc-bleu-rouge humain qu'on est en train de proposer ici, avec ce côté très aggro et go wide, c'est-à-dire avec beaucoup de créatures sur le champ de bataille. Et bah, dans ce sens-là, ça fonctionne super bien, bien évidemment. Après, on peut rester sur le tribal humain aussi, ça fonctionne très bien aussi. Mais pourquoi pas le mettre éventuellement sur une créature qui a de l'évasion, c'est-à-dire du vol, du piétinement, tout ça. Ce qui fait également que nos jetons de 2 piétinement, célérité, ce seraient peut-être des bons candidats pour avoir une petite couronne sur la tête, non, vous pensez pas? Je sais, c'est pas très leur friendly, mais bon, ça fonctionne plutôt bien. Parlons maintenant rapidement des rééditions dans le deck. J'ai sélectionné quelques rééditions qui ne sont pas non plus très nombreuses, hein, je vous avoue, je suis allé assez vite dessus. Il y a pas mal de... Voilà, c'est valable pour les 4 decks, mais je le précise quand même déjà ici. Il y a pas mal de bonnes petites cartes dans tous les decks. Celui-ci ne fait pas exception, bien évidemment. Il y a pas mal de bonnes cartes, des trucs qu'on voit régulièrement, donc du coup j'ai un peu arrêté d'en parler parce que ce sont des bonnes cartes, mais juste qu'on voit souvent. Donc vraiment, allez jeter un coup d'œil à la decklist, et derrière vous ferez un avis sur les autres cartes dont je ne parle pas en termes de réédition, mais honnêtement elles valent le coup quand même. Ici je vais vous parler vraiment des cartes super intéressantes à la fois pour le deck et de manière générale. Ici, on va commencer évidemment avec le tribal. On va parler de 3 cartes tribales, l'animosité partagée, la porte des destinées et la bannière du vainqueur. 3 cartes qui sont super, honnêtement j'ai rien à dire. Ouais, si j'avais eu à faire le deck, eh bien, j'aurais probablement mis ces 3 cartes sans aucune hésitation, et elles sont là toutes les 3. Je parlais tout à l'heure du fait que ça serait bien d'avoir des boosts pour nos chevaliers humains, eh bien ça tombe bien parce que le deck en fournit déjà quelques-uns, et qui sont super. Ça fonctionne très bien avec le côté tribal, l'animosité partagée et la porte des destinées sont là vraiment pour donner un boost de masse, vraiment qui donne cette impression que, en fait, la masse des chevaliers Rohirrim du Rohan, du coup, en fait, elle s'accumule, et plus ils sont nombreux, plus ça envoie du pâté, quoi. Eh bien, en effet, ces 2 cartes-là, elles sont tout à fait dans cette logique-là. Elles sont là vraiment pour permettre de botter des culs à une vitesse grand V, si jamais vous arrivez à cumuler une masse d'humains chevaliers assez conséquente. Les 2 sont très bien pour ça. La bannière du vainqueur, elle a un avantage qui est considérable, c'est la pioche. C'est une carte qui a été assez peu rééditée, qui a toujours été très difficile à obtenir depuis son édition à Ixalan. Et c'est vrai que là, l'avoir réédité dans un deck qui est tout à fait adapté, hein, côté humain, côté aggro, ça fait que déjà on s'assure d'avoir un petit peu de plus-value. Le deck va pouvoir piocher quand on va lancer ses sorts d'humains, quel que soit leur coût, pour peut-être éventuellement continuer à avoir du gaz et continuer à envahir le board avec nos humains, au fur et à mesure. Donc ça fonctionne très bien pour ces 3 cartes. Ensuite, il y a 2 humains dont je voulais vous parler, qui sont dans le deck, qui sont très agressifs, mais qui sont très efficaces également. C'est le Carabin du Front et le Belliciste des Frontières. Alors, le Carabin du Front, ceux qui ont connu l'époque du 2e bloc Ravnica, vous êtes peut-être au courant qu'il existe, vous êtes très content de le voir ici. C'est une très bonne carte en fait. C'est une très bonne carte parce qu'il a cette capacité bataillon qui va nous permettre de donner l'indestructible à toutes les créatures que vous contrôlez, si jamais vous attaquez avec 3 créatures, dont le Carabin du Front. Ce qui est dans la logique du deck ici. On veut attaquer avec beaucoup de créatures, on veut avoir ce côté de masse un petit peu, et vu que Éowyn nous permet d'obtenir 2 jetons à la fois, c'est plutôt pas mal, et ça a l'air de bien fonctionner avec ce que le Carabin du Front veut faire. Donc, il est super ici dans ce deck. Le Belliciste des Frontières, lui, il a ce côté à mi-chemin entre le côté humain aggro et le côté monarque, encore une fois, puisqu'il va donner la menace à toutes les créatures qui vont attaquer les adversaires et les planeswalkers contrôlés par des adversaires.
Et c'est ça qui est génial, c'est que ce sont toutes les créatures, c'est-à-dire également les créatures adverses. C'est là où on voit le côté monarque et le côté incitation. On est dans une logique à la fois entre incitation et monarque, même si l'incitation n'est venue que dans une carte, on a vu. Eh bien, on a ce côté là où le bellicide des frontières va dire ce serait peut-être pas mal d'attaquer les adversaires, hein? Parce que là, au moins, vous avez la menace contre eux. C'est plutôt bien, non? Bah ouais, en effet, c'est plutôt bien. Et c'est assez efficace dans le deck. Et enfin, j'aimerais terminer avec 2 race boards, le Tremblement de Terre et le Verdict Suprême. 2 cartes, alors, Tremblement de Terre, on l'a vu assez régulièrement, c'est vrai, mais c'est toujours une bonne carte. Seul petit problème ici, c'est que c'est pas vraiment très synergique avec le deck, hein, il faut l'avouer. Tout comme le Verdict Suprême. Le Verdict Suprême n'est pas non plus une carte synergique avec ce deck-ci, mais c'est vrai que comme dans le deck, on a des créatures de toutes les forces et de tous les coups de mana, et ben en fait, les race boards qu'on a tendance à voir la plupart du temps, c'est-à-dire ceux qui permettent de détruire que les petites ou les grosses créatures, ou celles qui ont des coups de mana faibles ou élevés, eh bien ici ils ne fonctionnent pas, parce que le deck est très équilibré avec une grande variété de coups de mana, de force et d'endurance. C'est assez compliqué, du coup. Donc je vous avoue que là je peux comprendre en effet, mais Verdict Suprême ça reste quand même un très bon moyen de raser le board. Voilà, pas contrecarrable, c'est toujours bien, et ça fait plaisir de le voir édité dans un deck. Et voilà pour le tour un petit peu de ce deck autour des Cavaliers du Rohan. Et je dois vous avouer que j'ai eu le cul un peu entre deux chaises en faisant cette review, puisque d'un côté on avait ce côté monarque qui est quand même pas mal présent, c'est pas juste 2-3 cartes qui sont dans le deck, hein, c'est vraiment ah tiens on va faire un petit peu les adversaires, on va les inciter un peu politiquement à s'attaquer entre eux, et de l'autre côté on a le côté humain qui ressort beaucoup, et qui fonctionne très bien avec Éowyn, mais du coup j'ai l'impression qu'on est un peu sur un moite-moite, un 50-50, qui me fait un peu peur. Mais étant donné qu'il y a une double synergie qui s'intègre beaucoup dans certaines des cartes, c'est assez étrange, mais on a l'impression que globalement, tout fonctionne ensemble. Et ça c'est vraiment bizarre. C'est vraiment très bizarre parce que c'est très rare qu'on se retrouve dans ce genre de situation où le deck il est divisé entre 2 stratégies, mais en fait qui synergisent entre elles grâce à des cartes pivots, en fait des cartes qui sont vraiment à la jonction, et du coup qui font la jonction de tout ça et qui permettent de faire en sorte que bah oui, en effet, Monarque, c'est pas incompatible avec le fait d'avoir un jeu humain avec plein d'humains, puisque bah, ça permet de bloquer et d'attaquer pour récupérer le Monarque. Et tout comme le Monarque apporte une plus-value qui fait que du coup, vous allez pouvoir jouer plus d'humains. Donc, les deux, t'es là, bah oui, en effet, ça fonctionne. Voilà. Et les humains qui sont à cheval entre les deux stratégies, eh ben, ils apportent le liant qui est nécessaire. Il y a que quelques cartes vraiment qui m'ont un petit peu pas forcément plu dans le deck, mais derrière, globalement, bah, en fait, le deck, il est vraiment très bon. Il y a beaucoup de cartes qui sont super intéressantes, qui vont exactement là où on veut aller. Alors après, voilà, si vous voulez partir plus humain, bah vous allez devoir faire des petits changements sur le côté monarque qui est peut-être un peu moins intéressant pour vous. Si vous voulez jouer plus sur le côté monarque incitation, eh bien vous pouvez carrément partir dans cette direction-là en retirant les quelques cartes d'humain très agressives qui sont pas non plus trop dans le reste de la stratégie. Donc, il y a vraiment... ça peut s'orienter d'un côté ou de l'autre, ou rester avec cet équilibre de manière générale. Pourquoi pas, pourquoi pas. Mais le deck, les commandants, les rééditions m'ont plutôt convaincu, donc c'est un bon deck super intéressant et assez synergique, avec quelques commandants qui sont un petit peu là pour un petit peu de plus-value, peut-être qu'ils mériteraient eux-mêmes leur propre deck, hein, bien évidemment, mais déjà, de base, bah, ils proposent des choses assez intéressantes, donc... un deck qui vaut le coup en tout cas. N'hésitez pas également à laisser votre propre avis dans les commentaires de la vidéo, parce que c'est votre espace en fait un petit peu. Et du coup, bah voilà, vous pourrez me dire « Ouais, mais non, attends, Thibaut, t'as pas raison, là, c'est pas ton ouais. » Bon, oui, un peu comme d'habitude, quoi, j'ai envie de dire. Je commence à avoir l'habitude. Il y a une lassitude, là, qui s'installe, vous voyez. Non, mais sérieusement, voilà, donnez votre avis également. Si vous avez pu tester les decks sortis de la boîte tels quels, n'hésitez pas à en parler. En tout cas, voilà, moi j'ai bien apprécié ce deck. Voilà. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour parler d'un truc beaucoup moins joyeux. Voilà. Mais c'est quand même les decks, hein, voilà. Mais voilà, ce sera un peu moins fun. À la prochaine. Salut à tous.